Mais en tout cas, encore une fois, merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Vous l'avez bien compris, grâce à notre jeu, quand on parle viticulture de demain, quand on parle transition écologique de la filière vin, oui, il y a beaucoup de jobs à faire, notamment à la vigne, on le voit, mais si on se pose la question notamment de l'empreinte carbone, vous l'avez vu, la fameuse bouteille pèse énormément. Et c'est bien pour ça aujourd'hui qu'on vous a réunis et que notre thématique, c'est finalement de se dire demain, comment consommerons-nous le vin finalement? Est-ce que ce sera dans ce contenant-là, peut-être dans un autre? En tout cas, on avait envie de se poser la question avec vous et de se dire que bah voilà, produire le vin de demain, c'est peut-être se poser cette question de dans quel contenant aussi. Et pour ça, bah oui, on a une autre petite introduction. On va en discuter directement avec Fanny qui représente le domaine du château de l'Éclair côté Beaujolais, avec Vincent qui représente le domaine de la Noiret. On va leur demander, eux au quotidien, justement, qui se sont déjà posé ces questions, qui ont déjà pensé à certaines alternatives et certaines initiatives, pourquoi, pour quelles raisons, quels sont justement les leviers positifs, quels sont peut-être les freins d'un point de vue consommateur ou autre en tout cas. On va utiliser leurs témoignages pour le voir de plus près. Voilà. Ce que je vous propose, Fanny, Vincent, une petite présentation, quelques mots, et puis si vous pouviez nous dire, en tout cas, ce qui est Terravitis pour vous, je rebondirai un petit peu, mais l'idée, c'est surtout de vous donner la parole. Fanny? Bon, donc rebonjour à tous. Comme ça, parfait, on m'entend bien. Donc oui, donc rebonjour à tous. Donc moi je viens représenter le Beaujolais aujourd'hui sur cette table d'hôtes avec comme casquette le château de l'Éclair. On a une particularité nous au château de l'Éclair, c'est qu'on a deux casquettes. On a une casquette production et également une casquette expérimentation puisque nous accueillons sur les terres du château de l'Éclair les expérimentations de la Sicarex Beaujolais qui est donc le propriétaire du domaine. La Sicarex Beaujolais a une mission, c'est d'expérimenter aujourd'hui avec les vignerons et les vigneronnes pour anticiper les attentes sociétales de demain. Les attentes sociétales de demain se tournant de plus en plus vers des gestes éco-responsables, ayant une meilleure conscience de notre environnement aussi. C'est naturellement dans cette voie que l'on se dirige davantage et donc c'est dans cette optique-là que nous avons expérimenté cette année la mise en marché de bouteilles consignées. Donc ce sera un des sujets que l'on pourra aborder aujourd'hui. Super. Et Vincent qui nous emmène côté Loire. Je crois que j'ai un bien meilleur micro que vous tout d'un coup. C'est vrai. C'est la voix. Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Donc Vincent Delanoux, vigneron à Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil au cœur du Val-de-Loire. Je suis ravi d'être là aujourd'hui et merci à Grinoma de nous accueillir. On va commencer par quoi? Une exploitation familiale, tout ce qu'on peut trouver typique dans le Val-de-Loire. Au début, l'association avec mes parents et maintenant avec mon frère, qui en parallèle bosse à l'IFV. Donc voilà, il a double casquette. Donc nous sommes producteurs de raisins, nous vinifions nos raisins et nous faisons la commercialisation derrière. Donc on suit le process de A à Z. Le label Terravitis, on l'a validé en 2018, donc c'est assez récent, mais c'est parce que cette triptyque économique, environnementale et sociale nous intéressait. Il y a d'autres labels, on va pas les nommer, il y en a un peu partout, mais c'est vraiment cette notion généraliste d'avoir un empreinte sur l'entreprise, sur la gestion des salariés, comment on travaille, sur la gestion des déchets, sur la gestion des effluents, etc. C'était le seul label qui nous correspondait et on vérifiait vraiment un peu tout ça. Voilà pour la partie Terravitis. Et après, donc nous, je viens plus spécialement aujourd'hui par rapport à la canette, puisque déjà dans le Val-de-Loire, on a déjà l'habitude d'utiliser des bouteilles semi-légères qui font 450 grammes à peu près en moyenne. Donc ça, c'est déjà un effort qui a été fait ces 20 dernières années sur le Val-de-Loire, mais aussi par rapport à une notion de prix. Il faut être réaliste. La canette, c'est très nouveau. Pourquoi avoir lancé la canette? Par rapport à recréer des moments de consommation, restauration hors domicile, vente à emporter, tout ce qui est, c'est un peu un gros mot des fois, mais tout ce qui est un peu ubérisable. Et l'autre argument, c'est la notion de modération, puisqu'on est sur un petit contenant qui fait que de verre, entre guillemets. Donc on ne va pas s'obliger à finir la bouteille. Et ça, en termes de dimension sociale, c'est aussi un impact. On sait que c'est de l'alcool, donc cette notion de modération, on doit être acteur de ça. Et le dernier, on l'a vu tout à l'heure, c'est le bilan carbone. Une canette, ça pèse 15 grammes. Et ramené à 75 centilitres, une bouteille, c'est 10 fois plus lourd.
Donc il y a le coût de la fabrication du verre et le coût du transport. Donc j'avais dire, on avait un peu l'alignement des planètes qui faisait que c'était le bon moment pour lancer cette canette. La réflexion sur les contenants, je pense que c'est assez récent, mais il y a un gros point à faire. Il y a encore beaucoup de boulot, mais on a des gens qui cherchent et qui nous aident. Voilà. Bah, tout à l'heure, je sais pas, vous dégustez pendant que je vois qu'ils sont servis. Alors, dans le vin blanc que vous avez, c'est le petit verre, je crois le verre à Beaujolais, c'est un low alcool. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un no alcool, c'est un low alcool. Donc, c'est un vin blanc qui fait simplement 9 degrés. Donc, c'est son seul argument, un peu, qui soit à bas degré. Pour ceux qui n'ont jamais consommé des vins à bas degré, ça va quand même donner des notes de dégustation un peu différentes parce que l'alcool n'est pas présent. Donc, ça va changer un peu. Et le second que vous avez, donc c'est un Bourgueil rosé, classique de l'appellation. C'est le même que celui qu'on fait en bag-in-box ou en bouteille, à la différence près qu'on l'a mis en canette. Pour finir sur la canette, 2-3 contraintes techniques pour les spécialistes. C'est que contrairement à une bouteille avec un bouchon en liège, il n'y a pas de micro-oxygénation. Donc c'est complètement hermétique. Donc ça peut être rassurant pour le consommateur, c'est que notre canette, notre vin aura le même goût demain que dans 2 ans. Ça, c'est plutôt rassurant. La seule problématique, c'est que techniquement, on doit avoir des doses très faibles en SO2, puisque sinon le SO2 réagit avec l'alu. Donc ça, c'est une contrainte technique un peu hochée. Nous, on vinifie déjà depuis quelques années certaines cuvées sans sulfite. Donc ça n'a pas été une nouveauté, mais c'est des contraintes techniques. Et des fois, on peut avoir ce côté aussi un petit peu gazeux, un petit peu perlant, parce que forcément, comme on n'a pas de protection avec les sulfites, le gaz carbonique vient un peu préserver. Donc là, les 2 produits qu'on a là sont anecdotiques. Ce n'est pas le plus représentatif de ce qu'on peut faire au domaine, mais c'est justement le lieu pour les déguster. Merci Fanny, merci Vincent, vous êtes presque allés plus vite que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave du tout. On se rentre dans le vif du sujet et ça tombe bien parce qu'on a de quoi déguster en même temps. Je vais juste rebondir pour ceux qui connaissent pas Terraviti, c'est pourquoi en fait, justement aujourd'hui, on parle d'éco-conception, on parle de conditionnement. 3 choses à retenir. Terraviti, c'est déjà des viticulteurs, des vignerons, des femmes, des hommes. Vous avez l'exemple, Fanny est là, Vincent est là. Aujourd'hui, Terraviti, c'est à peu près 2000 adhérents, 5% du vignoble français. On va retrouver des adhérents Terraviti qui se posent des questions au quotidien dans tous les grands bassins viticoles. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est une certification. Il y a un cahier des charges. On n'est pas Terraviti comme ça. C'est justement un cahier des charges qui est fondé, comme le disait Vincent, sur les 3 piliers du développement durable. Il y a le côté environnemental, le côté social-sociétal. Effectivement, Vincent disait par exemple la gestion des déchets. Finalement, dans des exploitations agricoles, viticoles, c'est pas forcément ce à quoi on pense en premier. On prend soin aussi de ses salariés, on forme régulièrement, c'est une obligation, etc., etc. Il y a un volet aussi économique. L'idée, c'est que demain, nos viticulteurs, nos vignerons sont en capacité de transmettre leur vignoble. Ça veut dire d'avoir une exploitation qui est pérenne et qui est viable financièrement parlant. Toujours pas faire le meilleur des choix, mais pour qu'à l'issue, on soit capable de sortir un salaire ou en tout cas de payer minimum ses salariés. On en parle de plus en plus ces derniers temps. Voilà. Et enfin, Terraviti, c'est un joli petit logo que vous voyez là. Bref, ça, je fais pas la pub, ça ne sert pas à grand-chose, mais vous le trouverez en tout cas derrière certaines bouteilles, que ce soit si vous allez chez vos cavistes préférés, en restauration ou aussi en supermarché. Vous l'avez compris, ce sujet-là, éco-conception, conditionnement, ça nous intéresse. Pourquoi ? Parce que c'est un levier majeur, finalement, pour diminuer l'empreinte carbone à l'échelle d'une exploitation, mais aussi à l'échelle de la filière. Terraviti, on n'a pas envie de rester juste dans son petite exploitation. On a envie de prendre de la hauteur et de se dire, voilà, faut réfléchir tous ensemble pour aller vers le positif et justement pour alléger un petit peu cette empreinte carbone. Et l'empreinte carbone, on l'a dit, 50%, c'est le conditionnement, la bouteille. Je vous refais pas notre première partie. Les alternatives, on en a 3 aujourd'hui autour de la table qui sont super intéressantes à aborder. On a effectivement déjà la bouteille allégée. Je vous disais tout à l'heure, 550 grammes, c'est la base d'une bouteille. Là, déjà autour de la table, vous n'avez pas des bouteilles de 550 grammes. Faites l'exercice, prenez-en une, puis l'autre. Vous allez voir, il y en a certaines qui sont plus légères, d'autres qui sont plus lourdes. On pourra interroger justement peut-être Fanny et Vincent, mais voilà. On va avoir aussi la consigne. Fanny s'est lancée, en tout cas le Château de l'Éclair s'est lancé dans la bouteille consignée. Ça marche, c'est pas forcément hyper facile, on n'est pas tous hyper habitués. On va en parler avec Fanny. Et puis il y a,
on change complètement le vin. On essaye un peu de sortir de ce qu'on connaît, du côté classique, du côté parfois qui fait peur quand on ne connaît pas le vin. On essaye d'aller toucher les jeunes aussi. On essaye de se dire, bah voilà, on doit boire aussi avec modération, un petit contenant, ça marche. On évite de gâcher. Bref, la canette. Fanny, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Un petit volet, bon, peut-être sur la bouteille allégée, mais surtout, la consigne. Comment ça marche? Est-ce que c'est facile, pas facile? Et c'est quoi les freins, en fait? Alors, la bouteille allégée, je pense que c'est quelque chose qui s'est répandu de plus en plus, et ce, sur tout le vignoble national. C'est une initiative assez simple, entre guillemets, à prendre et qui a tout de suite un impact assez considérable, notamment sur le poids d'un carton, donc le poids d'une palette et donc sur le transport directement. On consomme également moins d'énergie, moins de matière à la production de la bouteille. Tout est assez vertueux. Arrive depuis finalement l'instauration de la loi AGEC en 2021 et donc son entrée en application en 2024, de nouvelles questions et de nouveaux enjeux, notamment autour du retour de la consigne. On parle de retour parce que la consigne, en fait, c'était quelque chose qui était déjà présent en France. Certains pourront avoir encore en mémoire le litre étoilé. Mais c'est quelque chose qui a été oublié au fil du temps avec l'apparition donc de la bouteille à usage unique et donc aussi l'expansion du recyclage. Le réemploi, aujourd'hui, ça fait partie des choses assez vertueuses à mettre en place. On l'a dit tout à l'heure, c'est à peu près 200 grammes de CO2 évités. Donc c'est quand même assez considérable. Et puis il y a d'autres avantages. Le premier, c'est déjà de créer du lien avec sa clientèle, de pouvoir montrer de façon très concrète un engagement aussi. Ça permet de créer du lien au-delà avec les clients particuliers, mais également avec les clients professionnels qui, eux, peuvent y voir une solution de fidélisation, etc. Il y a de réels arguments commerciaux autour du réemploi. Dans les leviers vertueux également, c'est bien entendu la diminution de quantité d'électricité, d'eau et de gaz à effet de serre qui sont utilisés pour pouvoir réutiliser les bouteilles. Pour avoir un cycle assez vertueux au niveau du réemploi, on considère que 4 à 5 utilisations suffiront pour rendre la bouteille bénéfique. Les études précédemment sorties proposaient plutôt 9 cycles de vie pour rentrer dans la phase vertueuse du produit. Ce nombre de cycles de vie a tendance à réduire. On se rend compte finalement qu'on est vertueux bien avant, notamment si l'on utilise des solutions de lavage qui sont situées à proximité. Puisque forcément, on parle de réemploi, cela veut dire que la bouteille va faire plus de distance. Donc il y a aussi cette solution de maillage du territoire qui est en train de se développer aujourd'hui avec des opérateurs de lavage qu'on retrouve un petit peu partout en France et avec une association nationale qui s'appelle France Consigne qui commence un petit peu à réguler le tout sur le territoire. La consigne, ça veut aussi dire donc remettre son parc de bouteilles en commun avec le parc de bouteilles des autres producteurs qui font de la consigne, ce qui amène aujourd'hui de nouvelles problématiques. On a parlé couleur des bouteilles tout à l'heure. Nous, on travaille sur une couleur bien précise fournie par notre verrier, qui est une couleur somme toute standard, mais qui n'est pas la même chez tous les verriers. Qu'arrivera-t-il si demain je récupère une palette de bouteilles lavées, prêtes au réemploi, enfin prêtes à être réutilisées, mais qui n'ont pas toutes la même teinte, dans un même carton, sur un étal de caviste? Ça peut commencer à amener des petits soucis d'organisation et de logistique. Pour ça, les organismes tels que Citeo ou Adelph, donc les organismes d'éco-conception, travaillent en ce moment sur la création de standards, que ce soit sur la bouteille bourguignonne ou la bouteille bordelaise, qui devraient arriver sur le marché. Donc d'ici quelques années, les premiers prototypes sont en cours d'élaboration. Ça va amener de nouvelles questions, notamment pour les bouteilles syndicales, etc. Donc le réemploi, une innovation, un renouveau, on va dire, d'une innovation qui avait été un petit peu mise sur le côté de la table et un peu oubliée, qui revient petit à petit, mais pour laquelle on se rend compte qu'on a besoin de beaucoup de logistique, qu'il nous faut des opérateurs impliqués et appliqués dans cette démarche, qu'il faut des producteurs prêts à se lancer aussi pour pouvoir créer des parcs de bouteilles qui puissent ensuite faire de la rotation et qui rentrent dans quelque chose de vertueux. Donc énormément de thématiques avec beaucoup de points positifs, mais également quelques freins que l'on pourrait commencer par nommer par le poids de la bouteille, puisque l'on en parle depuis tout à l'heure. Effectivement, tu as raison, peut-être que vous pouvez faire le test. Alors on peut comparer le Shena qui est juste ici, je ne connais pas le poids de ta bouteille. Alors, on va être à peu près sur la même chose. Nous, on va travailler sur une bouteille de 460 grammes ici, avec la bouteille consignée. C'est le minimum demandé par les opérateurs de consigne pour garantir une solidité des bouteilles et leur permettre de faire un nombre de rotations suffisant pour que ce soit vertueux. De l'autre côté, avec le Shena, ici, on a 140 grammes d'écart avec la bouteille. Donc, on est quand même sur une bouteille qui pèse 320 grammes. Si on ramène tout ça au poids d'un carton,
c'est 840 grammes évités par carton. Donc sur une palette d'à peu près 600 cartons, on va être pas loin quand même du schéma très vertueux, que ce soit et pour l'humain, et pour le conditionnement, et pour le transport, et donc l'empreinte carbone qui va avec. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Fanny. C'est vrai que la consigne, moi je trouve ça chouette personnellement, mais nous on s'est posé la question, est-ce que le frein aussi c'est pas le consommateur, vous comme moi? Est-ce qu'on est prêt finalement à prendre la bouteille et la ramener à notre caviste, ou bien la ramener, moi j'en sais rien, chez notre épicier ou l'a acheter? Juste avant de redonner la parole, nous cet été on a fait une étude avec une agence qui s'appelle l'agence Tout le Vin, et justement on a posé un panel de consommateurs. Pour vous, plutôt, c'est quoi le contenant de demain? Est-ce que vous seriez prêt à changer? Eh ben, on se rend compte que oui, tout le monde est prêt à changer, à peu près 85% des gens. Et puis quand on leur demande, en fait, ramener la bouteille consignée, vous le feriez? Je sais pas. Changer pour avoir une bouteille qui est standard, pour ceux qui savent. On a une bouteille très typique, par exemple pour Bordeaux, une bouteille relativement typique pour la Bourgogne. Oh, tu regardes, non, ça c'est les codes traditionnels. Moi, je suis habituée, je veux pas avoir une bouteille standard. Donc, est-ce que c'est pas un frein, Fanny? Et ben là où je te rejoins, c'est que effectivement, les consommateurs aujourd'hui sont prêts. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette attente quand on interroge les consommateurs, que ce soit de tous âges, de tous horizons, le retour de la consigne, les gens ils sont favorables. J'ai accompagné un groupe d'étudiants de l'ISARA qui a mené une petite enquête en interne auprès de leur école, donc on est sur des jeunes étudiants, des jeunes ou de futurs jeunes actifs. C'était 94% à être favorables au retour de la consigne. C'est énorme auprès d'une clientèle, d'une future clientèle assez jeune. Donc oui, effectivement, il y a de l'attente. Maintenant, il y a du flou. Où est-ce qu'on ramène nos bouteilles? Comment ça se passe? Il y a parfois une consigne monétaire qui est appliquée. Comment cette consigne, je vais pouvoir la récupérer? Et c'est là que le bas commence un petit peu à blesser, parce qu'il y a beaucoup de questions, et quand il y a beaucoup de questions, l'action se complexifie, et si l'action est complexe, on la réalise tout simplement pas. C'est ça, on s'en rend compte assez facilement. Et j'ai tendance à faire un parallèle qui n'est pas forcément le plus glamour de tous, mais les piles, avant, on les jetait à la poubelle. On se posait juste pas la question. Le jour où on a pu ramener nos piles dans les grandes surfaces et que ça a été le geste le plus simple du monde, je crois qu'on a tous arrêté de mettre des piles à la poubelle. Il y a un geste, il y a des choses à mettre en place encore qui, je pense, faciliteront grandement la mise en place de ces petits gestes quotidiens qui peuvent vraiment avoir un très gros impact. On parle d'empreinte carbone depuis tout à l'heure, mais j'assistais à une conférence il y a peu de temps avec une entreprise lyonnaise qui avait mis en place du réemploi et qui expliquait quand même que le recyclage d'une bouteille, pour la ville de Lyon, c'est 5 centimes par bouteille. C'est un coût énorme si on remet ça en fait en face du nombre de bouteilles qui sont recyclées par an. Tout ça, bien entendu, sur un volet social, encore une fois, sur une notion d'investissement qui pourrait parfois aller dans d'autres sujets, type, pourquoi pas, des centres de lavage. Si le recyclage diminue, est-ce qu'on ne peut pas financer des solutions de réemploi à l'échelle du territoire? Donc des freins, mais des consommateurs qui sont prêts à franchir le cap, mais qu'on n'a peut-être pas encore assez accompagnés dans la mise en place de ces nouveaux gestes et de ces nouveaux mouvements, avec peut-être parfois encore un manque de communication ou des communications un petit peu floues, un pictogramme qui commence à apparaître et à se répandre de plus en plus, qui laisse entendre qu'on peut donner une seconde vie à la bouteille, mais je pense qu'il y a encore des progrès à faire et que la pédagogie sera le maître mot de ce projet pour les prochaines années. Merci, Fanny. Entre-temps, je vois que les premières assiettes arrivent. Ça va être le moment de prendre un temps entre vous pour manger un petit bout. On va vous servir en même temps, je pense, le Beaujolais blanc, justement, que tu as amené, Fanny. Je pense que ça ira très bien. Je vous laisse souffler 2 minutes, comme ça, je vous casse plus les oreilles. Et puis ensuite, je vous propose qu'on passera la parole ensuite à Vincent. Alors, on a vu la consigne, qui est une des alternatives hyper intéressantes à la bouteille classique. On a vu que le côté positif, c'est qu'effectivement, si jamais on l'utilise à plusieurs reprises, effectivement, l'impact est bien plus et bien moindre. On l'a vu tout à l'heure dans les chiffres, c'est une solution. Le risque, il est qu'effectivement, si le consommateur joue pas le jeu, on perd le bénéfice. Surtout que, comme le disait Fanny, la bouteille est légèrement plus lourde qu'une bouteille potentiellement allégée. Vous avez peut-être fait le test par vous-même. Ça signifie, mais ça, je ne sais pas si tu l'as dit aussi, Fanny, mais on peut aussi se poser d'autres questions sur une bouteille. Il n'y a pas que la bouteille, il y a le choix de l'étiquette. Si jamais c'est la consigne, quel col on peut utiliser, la capsule, pas la capsule. On peut aller un peu plus loin quand même. On peut aller un peu plus loin.
Le lavage se fait d'une façon assez simple. Le lavage des bouteilles, en fait, les bouteilles vont venir être trempées dans une solution aqueuse contenant différents intrants qui vont venir décoller directement les étiquettes. Et ensuite, les bouteilles sont lavées à plusieurs reprises pour pouvoir ensuite être réintégrées dans la boucle du réemploi. Ça veut dire que les bouteilles ne sont pas grattées, les étiquettes ne sont pas enlevées à la main. Il y a donc une obligation d'avoir une colle et un papier à minima hydrosoluble. On ne vous demande pas à la première plongée dans l'eau que tout se décolle, mais on demande quand même qu'en quelques minutes, secondes, avec la réaction entre les produits qui sont dans les bains de lavage et votre colle et votre étiquette, il se passe quelque chose, que l'étiquette se décolle. Donc ça, c'est un premier point. Ça veut dire que potentiellement, vos standards de colle, vos standards d'étiquette doivent changer. Ça a un coût, forcément. Vous retravaillez avec votre imprimeur. Alors nous, en plus, au moment où on a lancé le projet, notre imprimeur n'avait jamais eu de demande sur du réemploi. Donc il a fallu trouver un fournisseur pour de la colle, travailler sur différents papiers, etc. Mais un challenge pour eux aussi, finalement, avec une demande qui arrive de plus en plus chez eux aussi. Aujourd'hui, ils sont en capacité d'y répondre, mais on s'est longuement interrogé au départ. Donc ça, c'est le premier point sur l'étiquette. Le deuxième point concerne la capsule. La capsule, pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas, elle n'est plus obligatoire. En fait, elle était uniquement obligatoire pour la Marianne. La Marianne, aujourd'hui, on n'est plus obligé d'être présente directement sur la bouteille. Via un système de petites factures ou de documents douaniers, on peut régler ses droits, en fait, s'acquitter de ses droits sans avoir cette Marianne. Pourquoi c'est plutôt vertueux? Parce que la capsule, finalement, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment la recycler. Ça fait vraiment partie des composantes du packaging qu'il faudrait très sérieusement interroger et de façon assez prioritaire. Et quand on s'interroge sur la capsule, on se dit d'accord, mais esthétiquement, certains clients, restaurateurs, notamment sur table, il y a quand même ce côté, mais il manque quelque chose sur ma bouteille. Là, on a l'impression que le produit n'est pas fini. Et on pourrait s'interroger sur la cire, dans ce cas-là. Quid de mettre une cire naturelle, un bouchage joli, élégant, etc. Ben non. La cire, ça fonctionne pas avec le réemploi, tout simplement parce que c'est un corps gras. Et un corps gras dans de l'eau, on sait ce que ça donne. Ou alors, il faudrait gratter les bouteilles. S'il fallait gratter les bouteilles, on risque de faire des micro-rayures. Des micro-rayures entraînent de la fragilité, etc. Donc, il y a vraiment toute une composante du packaging à réinterroger. Et je pense que ça peut venir dans une réflexion plus globale d'éco-conception en fait, de son produit et de sa bouteille de vin, en prenant chaque élément et en s'interrogeant sur cet élément est-il indispensable. On peut prendre l'exemple du Chénac que vous avez devant vous. La médaille d'or est-elle indispensable sur un packaging? Les médailles aujourd'hui ne correspondent pas au cahier des charges du réemploi, les colles ne sont pas compatibles, les papiers ne sont pas compatibles. Si votre bouteille doit être réemployée, la médaille, globalement, c'est même pas une option. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments à repenser. Et encore une fois, ça, je pense que le réemploi pousse à se poser ces questions, mais que ça doit rentrer dans une logique plus globale de vraiment s'interroger sur sa bouteille en verre, chaque composant qui vient autour et qui constitue le packaging primaire, mais aussi les packagings secondaires qui vont être les cartons, les intercalaires, le scotch qu'on utilise et tout ce qui va en découler, qui n'est pas forcément en lien avec le réemploi, mais qui vient dans une vision globale aussi. Merci Fanny. J'aurais peut-être dû démarrer par ça en fait tout à l'heure. Je vous disais oui, chez TerraVitis, on se pose la question de l'éco-conception, de changer ou en tout cas de réfléchir à un nouveau conditionnement. Et pourquoi on fait ça en fait? Je vous le disais, TerraVitis, c'est effectivement une certification qui est fondée sur les 3 piliers du développement durable. Le développement durable aussi, on peut y mettre un autre mot qui est effectivement la RSE. Mais pourquoi on s'y interroge? Parce que nous, dans notre cahier des charges, on a déjà mis l'an dernier des exigences, en tout cas, de réflexion. Et cette année, on se met un objectif en signant un pacte international un pacte avec un consortium international, se dire d'ici quelques années, d'ici 2026, on veut en tout cas avoir des solutions et l'une d'entre elles, c'est alléger la bouteille. On a parlé de la consigne, alléger la bouteille, c'est bien aussi, c'est bien d'un point de vue environnemental, mais pas que. Il y a le côté sociétal. Quand vous passez votre journée à porter des cartons, même si votre bouteille, elle fait 100 grammes de moins, je vous laisse calculer un carton de 600 grammes, etc., etc. Voilà. Tout ça pour vous dire que TerraVitis, on réfléchit toujours globalement, de la vigne au verre, vraiment, et avec cette idée de s'intéresser à la fois à l'environnement, au côté social et au côté économique. Pareil, moins de matière, ma bouteille, probablement, elle va quand même être moins chère. Je m'en sors mieux. Et comme le disait effectivement aussi, je rebondis sur ce que disait Fanny, c'est qu'on parlait par exemple de la consigne. On se dit, il faut que les consommateurs, par exemple, jouent le jeu. On parle effectivement de la consigne. On se dit, on peut aller clairement plus loin en réfléchissant sur notre étiquette, sur le carton que je vais utiliser. Ça veut dire qu'on
fonctionnent pas tous tout seuls. Il faut interroger effectivement les uns les autres, ces parties prenantes, parce qu'on n'est pas seul dans la balance. Et c'est ça aussi ce qu'on met au cœur de notre réflexion chez Terravitis, c'est de se dire, si on veut faire évoluer la filière globalement, oui, notre job chez Terravitis, c'est d'accompagner les viticulteurs et les vignerons à repenser leurs pratiques, à partager leurs bonnes pratiques, leurs idées, leurs initiatives. Mais évidemment, ça nécessite que tout le monde rentre en fait dans la boucle. Et c'est vraiment ce qu'on entend aussi quand on parle RSE, partie prenante, c'est qu'effectivement, seul, on n'ira pas très loin. Bref, voilà. On parlait, et ça, je pense qu'on en a un peu parlé, mais j'ai envie quand même de vous réinterroger, Vincent, sur la canette. D'où ça vous est venu, cette idée? Non, mais parce que moi, personnellement, je trouve ça hyper sympa. J'ai vu la gamme. Waouh, enfin, ça change aussi d'un point de vue image. Alors, d'où ça vous est venu, cette idée? Ce n'est pas un coup de tête, c'est une longue réflexion. Je n'ai plus de cheveux à cause de ça. Peut-être pas que à cause de ça. C'était une longue réflexion pour... on constate, on est obligé de le constater et de l'avouer, que la consommation en France de vin diminue, notamment la consommation de vin rouge. Nous, on produit 95% de vin rouge. Et donc, il fallait observer, prendre du recul un peu sur le marché. La bière nous a un petit peu concurrencé par sa simplicité peut-être de dégustation et surtout son accessibilité. On parle depuis tout à l'heure de la bouteille et du poids de la bouteille, la restauration hors domicile, la vente à emporter, etc. Quand on part en pique-nique, c'est embêtant de prendre la bouteille de blanc, de la boire et de se taper la bouteille vide dans le sac à dos jusqu'à la fin du pique-nique, ou de la fin de la randonnée. Mais voilà, donc la bouteille, comme on le dit tout à l'heure, ça reste un poste lourd et ça peut nous freiner sur certains marchés. Les fan zones, par exemple, en festival de musique, etc. Le verre est interdit et la canette est autorisée. Donc l'idée, c'était recréer ces moments de consommation hors domicile et vente à emporter. Le dernier élément aussi, on peut en parler, c'est cette idée de recyclage. Le recyclage de l'alu, c'est une filière qui existe déjà. De l'alu, il y en a partout, aussi bien dans les matériaux industriels que dans l'industrie agroalimentaire. On met ça dans le sac jaune, on sait que c'est recyclé. Donc d'office, on sait que ça marche. Le verre, suivant les syndicats intercommunaux dans lesquels on est, suivant les secteurs, etc., c'est plus ou moins recyclé. Heureusement qu'il y a des vignerons qui mettent en place des chartes de consignes. Et je pense qu'on est tous collègues et non pas concurrents. Donc le fait qu'on soit ensemble, c'est plutôt intéressant. Et l'alu, c'était ça. L'alu s'y prêtait parce qu'il n'y a plus de preuve à faire. Vous mettez ça dans le sac jaune, c'est recyclé et c'est réutilisé. Donc maintenant, on est en quête de développement. On se rend compte que c'est une gamme qu'on a lancée il y a le 10 janvier à peu près. Et on a un très très bon retour, aussi bien sur les consommateurs que les professionnels. Peut-être qu'il y a 10 ans, ça aurait été trop tôt. Là, c'est peut-être le bon moment, le bon timing, par rapport justement à cette notion de simplicité et de produit désacralisé. Le vin, c'est un produit de partage, de loisir et de convivialité. On l'a des fois peut-être un peu trop intellectualisé, et le fait qu'il soit en canette et qu'on soit simplement en train de le partager avec des personnes sympas autour de nous dans un moment agréable, c'est peut-être simplement ça aussi le vin. Donc c'était un peu l'argument qu'on défend. Le rouge avec beau papa le dimanche, c'est sympa, mais le rouge avec un pizza ou des sushis le mardi soir devant la télé avec son compagnon ou sa compagne, c'est sympa aussi. Je trouve que c'est une belle transition, en tout cas. Prenez le temps de déjeuner. En même temps, je crois qu'Audrey vous sert à la fois un Chénat côté Beaujolais et puis un Bourgogne. Donc, bon appétit. Merci en tout cas à Fanny, à Vincent qui les représente. Mais en tout cas, merci à nos 2000 adhérents qui sont derrière moi. Sinon, on ne serait pas tous là aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi retenir, mais j'espère que ça, vous l'avez en tête, on est une certification qui évolue tous les ans, qui se pose des questions justement parce qu'on a envie toujours de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. De ceux de la filière, de ceux de nos adhérents, en se disant oui, il faut aller au-devant de difficultés, mais il faut rester quand même pragmatique parce qu'on ne peut pas révolutionner tout en une journée. Et enfin, vous l'avez probablement compris, les 3 piliers du développement durable, c'est au cœur de notre démarche. Et quand on pense éco-conception, quand on pense packaging, quand on pense conditionnement, c'est bien pour l'environnement, j'ai pas besoin de vous le reprouver par A plus B, mais c'est aussi bien pour nos viticulteurs et nos vignerons parce que voilà, ils vont porter moins de charges, parce que ils vont aussi être formés à d'autres idées, au recyclage aussi. C'est une manière de les sensibiliser et aussi de sensibiliser les consommateurs à l'issue. Voilà, et puis dernière chose, j'ai envie de vous dire,
vous vous êtes hyper bien débrouillés au jeu. Sachez que quand on a lancé notre étude l'été dernier en posant la question à peu près 500 consommateurs, pour vous, c'est quoi justement, c'est quoi l'étape la plus impactante d'un point de vue environnemental et notamment carbone? Alors j'ai mes petites notes parce que j'ai pas ça en tête par cœur. 44% des répondants disaient c'est la viticulture qui a l'impact le plus élevé. Ensuite, 40% d'entre eux disaient c'est le transport. Et 8% simplement pensaient au conditionnement. D'où l'importance vraiment de travailler là-dessus, de sensibiliser. Vous êtes les personnes finalement qui sont les plus avancées presque aujourd'hui. N'hésitez pas à en parler et justement à expliquer pourquoi chez Terravitis, en tout cas, on se positionne sur ce sujet et qu'on a envie de faire avancer la filière. Voilà. Merci à vous et à bientôt.